Bonjour Yandé. Bonjour à vous qui nous suivez sur www.agenews.info et bienvenue dans votre premier numéro de After News. After News, c'est l'essentiel de l'information de la semaine avec des reportages, des portraits, mais aussi des discussions sur l'actualité de la semaine. Et oui, vous l'avez dit, Fanta, nous allons voir tout ça ensemble, mais d'abord, voici le sommaire. L'affaire Karim Wade divise les Sénégalais de Dakar et de la diaspora. Entre demandes collectives et procès politiques, les avis sont partagés. Un procès à 1000 controverses qui a fait sortir Wade de ses gommes. L'ancien président Abdoulaye Wade accuse l'actuel président Macky Sall d'anthropophagiste, mais également de descendant d'esclaves. Stratégie de communication ou une simple colère d'un père en détresse. Nous verrons tout ça dans le développement avec notre expert en communication. Oulémata, Manon et Lise, 3 jeunes françaises en tournée au Sénégal. L'association Union au chevet des enfants démunis. Ici, la solidarité se fait autrement. Les CEDEPS, un concept porteur d'espoir mais qui, hélas, voue à l'échec. L'historique est le point dans le développement. Séduire le prince charmant ou conserver son homme. Les femmes sénégalaises prêtes à tout, même déjouer dame nature. Et pour finir, le portrait de la semaine décerné à la culture et notamment du théâtre avec Ngom, un jeune artiste sénégalais qui incarne le fou pour prêcher la bonne parole. Après le sommaire, le développement. Yandé, l'affaire Karim Wade divise les Sénégalais de Dakar et de la diaspora. Si certains réclament la justice, d'autres par contre demandent la libération du fils de Wade et parlent de procès politique. Pendant ce temps, la justice prononcera son verdict ce 23 mars. Un reportage signé Tourneuf Mendy à Paris et Clément Sarr à Dakar. Le procès du prisonnier le plus célèbre de Rebeuss est très suivi au Sénégal. Ce procès qui a bouclé son premier mois continue d'être au cours des discussions. Les avocats de Karim accusent l'État de vouloir en faire un procès politique. Et certains citoyens commencent à se désintéresser de ce procès, même si parmi eux certains jugent que ceux qui ont eu à gérer des biens de ce pays doivent être audités pour une gestion rationnelle des ressources publiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une faute, des erreurs, surtout quand s'il a été responsable dans un pays, oui, et si on lui confie déjà des ministères, comme Karim, bon, quand il quitte, il doit rendre compte. L'amener en prison et vouloir le juger ne veut pas dire qu'il est coupable. Bon, toutes les personnes qui font du bruit autour là, tout ça, c'est des politiciens. Mais la justice fera son travail. Il y a des milliards, si on a 50 ans, on peut am. Donc, si on a 10 ans, on a des milliards, ça veut dire que la justice est là. Cependant, d'autres estiment que le fils de l'ancien président n'est pas le seul à avoir géré des biens publics. Certains citoyens interrogés à ce sujet pensent que la justice ne fait que son travail et que juger Karim Wade ne veut pas dire vouloir le sanctionner. Il faut donc faire confiance à la justice sénégalaise. Mais ce qui est sûr, un État c'est un État. Actuellement, le président Macky Sall est président, il n'a qu'à donner main libre à sa justice qu'on puisse juger honnêtement. S'il a pris notre argent, il n'a qu'à le rembourser. Au cas contraire, voilà, la justice fait son travail. J'attends que la justice soit juste, que les fautes soient sanctionnées, que ceux qui sont dans leurs droits soient rétablis dans leurs droits. Le procès Karim Wade continue de diviser les Sénégalais où qu'ils se trouvent. Ceux de la diaspora ont des positions similaires à ceux de leurs compatriotes. À Paris aussi, l'affaire Karim Wade divise les Sénégalais. Même si à quelques pas de la Tour Eiffel, les avis sont plus modérés, une seule exigence, laisser la justice faire son travail. Que son père laisse, bon, l'État va le juger, voilà, comme il faut. Voilà, pas de polémique, pas de division. Pour l'instant, il est en prison. Voilà, donc on n'a qu'à attendre l'enquête. Et l'enquête nous dira si vraiment il y a de l'argent planqué quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'au Sénégal, on s'est réveillé avec des nouveaux milliardaires. Des gens du jour au lendemain qui n'avaient rien se retrouvent avec, même si c'est 1 milliard, quel fonctionnaire public peut se targuer de pouvoir réunir 1 milliard en si peu d'années? Donc à partir de là, il y a matière à inquiéter, il y a matière à juger. Laissons la justice faire son travail. Certains ont tout bonnement prétendu n'avoir aucun avis sur la question, sensibilité de l'affaire ou simple refus d'être filmés. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Sénégalais ont refusé de s'exprimer.
La prochaine fois. Même si hors caméra, ils étaient plus loquaces. Mais c'est à Château-Rouge, dans ce quartier populaire de Paris, que les langues se délient entre ceux qui parlent d'acharnement politique du pouvoir en place et les détracteurs de Karim Wade. Les mots choisis sont forts. Tous ces milliards en ont pu finir. Et le mec, il se couche tranquille avec son père qui le protège. Attendez, il est cool lui. Hein? Alors que le Sénégal, il y a la preuve où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais c'est des conneries. Ah, je suis désolé, mais carrément de prison. Ah oui. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Et que notre armée, nous vivons aujourd'hui dans un pays de dictature. L'État sénégalais a-t-il raison de traduire le fils de l'ex-président en justice? Pour l'image du Sénégal, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif, dans la mesure où donc ça fera penser aux autres, ça leur fera réfléchir à deux fois donc, avant de se servir des biens appartenant donc, à tout le peuple sénégalais en fait. Mais fii bu fekkoon ku ci nekk boo jëlee ñu tëj la kon suñu président est-ce que dina toog du toog. Personne n'est à l'abri de la justice, que ce soit Karim Wade, que ce soit n'importe qui au Sénégal. Parce que même ici en France, vous voyez Sarkozy, même, il n'y a même pas un mois, il était garde à vue parce qu'il est accusé en tant qu'ancien président. Karim Wade, injusticiable comme un autre, encore faut-il que la justice soit indépendante. Je ne suis pas d'accord sur la procédure du jugement. Donc pour moi, il doit y avoir un juge, un jugement ou une équipe de juges valable en fait. Pour moi, la série, c'est un peu n'importe quoi. C'est quelque chose que l'État a mis en place pour juger les gens. Pour moi, ça doit être des juges neutres. Ça ne doit pas être des juges nominés par quiconque. Si Karim Wade risque jusqu'à 10 ans de prison, ces démêlés judiciaires déchaînent les passions au-delà même des Sénégalais. Preuve s'il en est, Claude Issiard, le célèbre animateur guadeloupéen de l'émission Couleur Tropicale sur RFI, s'est signalé dans l'affaire et avait vite été catalogué défenseur de Karim Wade, au point qu'il s'est fendu d'un communiqué officiel pour tirer les choses au clair. Restons toujours à Paris pour parler de ces trois jeunes françaises, Foulemata, Manon et Lise, en tournée chez nous, étaient au chevet des enfants démunis, notamment à Talibou Dabo. C'est une autre forme de solidarité. Voici le reportage. Union Association au chevet des enfants du centre Talibou Dabo. Foulemata Tandian, Lise Duguen et Manon Lan. Ces trois enfants âgés entre 17 et 18 ans sont en séjour au Sénégal dans le cadre du projet Sénégalité. Soutenir les enfants en situation de handicap au Sénégal. Plusieurs visites et remises de dons en fournitures scolaires, soins médicaux, produits pour bébés, jouets et argent sont prévus lors de ce séjour qui a débuté hier au siège de l'Association nationale des handicapés moteurs au Sénégal. Elles étaient en visite ce matin au centre Talibou Dabo de Dakar où elles ont parrainé 4 enfants à qui elles ont payé leur scolarité complète. La présidente de l'association Foulemata Tandiang nous explique leur motivation pour ces actions. Si les enfants malades de l'hôpital Albert Royer, du centre Kër Khale de Fann, du centre Talibou Dabo et de la Pépinière de la Médina, de l'ONG Empire des enfants ainsi que d'autres enfants vont pouvoir bénéficier de ces gestes humanitaires, c'est grâce au partenariat avec l'association Insertion Handicap, basée en France et qui a son antenne à Dakar.
félicitons Le centre Talibou Diabo, qui accueille des enfants en situation de handicap, est un lieu de socialisation et de réduction, à en croire sa directrice, Madame Khadi Satou Gueye Neychar, qui a magnifié ce geste très noble. Même sentiment chez Madame Touré Kodoussaro, enseignante à l'école élémentaire du centre, mais aussi chez les parents des bénéficiaires. Manon, jeune étudiante de 18 ans, membre de l'Union Association, n'a pas cessé de pleurer pendant toute la visite au centre Talibou Dabo. Elle nous fait part des raisons de ses larmes. La visite au centre Talibou Dabo s'est achevée sur des notes très chaleureuses de ces chérubins gracieusement offertes à leur hôte. Union Association fait son chemin après le centre Talibou Dabo de Grayoff, la pouponnière de la Médina. Même intention, même émotion et un sentiment de satisfaction en crescendo. Ça fait plaisir de les voir, mais c'est triste aussi. Je félicite toutes les sœurs qui sont là, qui travaillent pour eux, nuit et jour, à leurs besoins, et je les félicite. Et si on peut leur apporter de l'aide, ben, c'est avec plaisir.
important parce que si tout le monde participe un peu, ça fait comme si tu réussis. Foulemata Tandian, Lise Duguène et Manon Lan, venus de la France en séjour au Sénégal dans le cadre du projet Sénégalité, soutenir les enfants en situation de handicap au Sénégal, multiplie les actions de bienfaisance. Un grand plaisir pour les gestionnaires de tous ces établissements humanistes. C'est le cas de la bonne sœur espagnole, initiatrice de cette orphelinat. Je suis contente. Toujours quand il y en a quelques personnes qui s'intéressent pour nos enfants, je suis très contente. Oui. Et ça m'a fait aussi, ça m'a émis un peu en voyant les handicapés aussi qui sont venus pour voir les enfants. Ça veut dire qu'il y en a une préoccupation au Sénégal pour nos enfants, parce que ça, c'est les enfants de tous. Plusieurs visites et remises de dons en fourniture scolaire, soins médicaux, produits de bébés, jouets et argent dans les établissements pour handicapés et orphelins ont été réalisés. Ndiémé Lam, présidente de l'association Insertion Handicapée, qui a pris son temps pour accompagner Union Association, revient sur cette belle initiative. Après le centre Talibou Dabo de Dakar, où ils ont parrainé 4 enfants à qui ils ont payé leur scolarité complète, et l'hôpital Albert Royer, où ils ont rendu visite aux enfants malades, elles sont allées rendre visite aux enfants de la pouponnière de la Médina. La pouponnière qui accueille des enfants orphelins a magnifié ce geste très noble, une belle leçon de la vie pour les enfants et toutes les personnes présentes. Ce qu'il faut retenir est que ces 3 jeunes filles ne sont pas prêtes à s'arrêter et que d'autres enfants vont pouvoir bénéficier de ces gestes d'amour. Parce que là, on est plus touché, qu'on voit les choses qui sont pareilles, et donc on va essayer d'apporter ça aux gens, de faire partager ce qu'on a vécu, afin de faire plus d'action. Par rapport à la pouponnière de Médina, on peut voir les besoins, tous les besoins qu'ils ont essayé d'en apporter par rapport quand on rentrera en France et voir les moyens qu'on peut pour leur envoyer encore plus des jeux, des couches, produits d'hygiène, tout ce qu'il faut pour les bébés, quoi. Sur la liste, le centre Cœur Khaleyi de Fann, l'ONG Empire des enfants. Les CEDEPS étaient à leur création porteurs d'espoir pour la jeunesse. Un espoir qui n'est cependant plus d'actualité. Ces maisons disparaissent avec le temps ou restent pour la plupart sans activité. Le point avec Ousmane Fall, coordinateur du CEDEPS de Rufisque. Donc, les centres conseils, c'est des structures qui dépendent du projet de promotion des jeunes qui est domicilié au ministère de la Jeunesse. Donc vous êtes présentement au niveau du CEDEPS de Rufisque. Et nous, notre rôle, c'est un peu d'accompagner les jeunes par rapport à ce qu'on appelle la santé de la reproduction des adolescents et la santé mentale. Un peu aussi les accompagner par rapport à la psychologie des enfants. Et nous avons intégré au niveau de notre service aussi ce qu'on appelle un service de dépistage volontaire VIH/SIDA. Donc c'est un peu ce que nous faisons au niveau du département. Mais l'originalité des CCA, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des services offerts. Tous les services que nous donnons aussi sont gratuits. Donc nous faisons, comme j'ai dit, du counseling pour les enfants. Nous les accompagnons, les ados et les enfants. Nous faisons aussi des autres services. Nous avons une sage-femme qui est là, qui donne des consultations gratuites. Mais la cible, c'est un peu les adolescents et les jeunes. Comme j'ai dit tantôt aussi, nous accompagnons par rapport à la santé mentale. Tout ce qui est méfait causé par le tabagisme, les drogues, l'alcoolisme. Et un peu aussi les déviances, comme par exemple ce qui se passe présentement, l'homosexualité. En fait, des informations par rapport à la sexualité qui est plus ou moins tabou dans nos maisons. Donc nous, les jeunes viennent et on discute avec eux librement. Et on essaie de venir un peu aider les parents par rapport à la gestion de cette tâche-là qui est les ados. Donc c'est un peu ça que nous faisons. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle des stratégies avancées. Parce que le centre peut se déplacer, parce que nous avons une équipe qui est assez souple, qui se déplace au niveau du département dans certains coins. Nous avons aussi ce qu'on appelle les relais, ou bien des éducateurs de paix, qui sont dans certains coins et qui un peu tamisent les problèmes que rencontrent les jeunes. Et par rapport à ça, ça nous permet d'un peu de cibler nos communications. C'est ce que nous faisons au niveau. Et si on vous écoute, c'est tellement important ce que vous faites, c'est extraordinaire d'ailleurs. Mais quand on arrive dans vos locaux, on a l'impression que vous n'êtes pas aussi considéré parce qu'on visitera les locaux en sensible, mais le peu que j'ai vu, c'est un peu délaissé finalement. C'est vrai, et ça c'est vraiment, vous mettez un doigt sur la plaie. Parce que auparavant, nous avions des partenaires au développement qui nous accompagnaient, à l'instar de tous les autres CCA, parce que c'est un réseau de 15 CCA, comme je dis tantôt.
il y en a 3 au niveau de Dakar, maintenant les autres dans les régions, dans certains départements. Et pour Dakar, malheureusement, on faisait un très bon travail. C'était vraiment, les centres étaient pleins à Dakar. Avec les moyens, nous allions dans les quartiers, faire des animations, des causeries, du théâtre, un peu. Sensibiliser par rapport à certains fléaux, comme j'ai dit tantôt. Mais malheureusement, depuis quelque temps, les partenaires de développement se sont désengagés par rapport au CCA de Dakar. Et ce qui explique un peu le manque de moyens. Et pourquoi? On peut savoir pourquoi ils sont partis? C'est une mauvaise gestion, vous n'avez pas géré, puis géré? Non, enfin, on a fait de très bons résultats. Peut-être que c'est une philosophie, une idéologie. Ils croient que, par exemple, les bailleurs, que maintenant, à Dakar, peut-être il y a moins de pauvreté dans les régions. Vous savez, c'est des bailleurs, ils ont leur logique, mais c'est à nous maintenant de faire comprendre à ces partenaires-là que Dakar vraiment reçoit tout le Sénégal. Et Rufisque, d'autant plus que nous, il y a ce qu'on appelle c'est une ville, en même temps il y a une connotation plus rurale, c'est quelque chose de Dakar. Donc il y a les communes, les ex-villages de Sangalkam, de Bambilor, de Yen, avec la côte. Ouais, c'est que ça donne comme problème. La côte avec nos parents debout. Un peu le manque de communication, bon, ce qui fait que vraiment c'est une spécificité. Donc il va falloir vraiment se battre pour que les moindres reviennent à Rufisque, parce qu'on avait commencé à faire un très bon travail le long des villages côtiers, aussi même dans Rufisque même. Parce que Rufisque maintenant c'est une ville qui est sur le plan démographique très sensible, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de phénomènes qui sont là, parce que c'est l'entrée de Dakar. Il y a un peu le phénomène de Rufisque d'ailleurs, et maintenant nos parents qui viennent des autres régions, qui dans un premier temps prennent pied à Rufisque, et vraiment il y a beaucoup de problèmes à Rufisque. Et là, votre lien avec le ministère de la Jeunesse et des collectivités locales, c'est qui doit vous gérer finalement? Vous l'avez dit un peu, mais c'est qui doit vous gérer? Voilà, en fait, comme j'ai dit tantôt, le CCA dépend du projet de promotion des jeunes, qui est une structure du ministère de la Jeunesse. Donc nous dépendons du ministère de la Jeunesse. Mais comme vous savez, le ministère de la Jeunesse a eu ce partenariat avec les partenaires qui nous aident. Bon, il y a aussi, pour pérenniser le projet, parce que vous savez, comme tout projet, les bailleurs sont appelés à partir d'un jour. Et pour la pérennisation, il était question que les autorités locales prennent le relais. Et ça ne se fait pas jusqu'à présent. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer avec les différents maires qui sont passés à Rufisque. Parce que moi, mine de rien, c'est ma 15e année à Rufisque. Donc c'est nous qui avions ouvert le projet. Donc à son temps, on avait chaque fois fait des plaidoyers au niveau des différents maires. Mais ça tarde à venir et en tout cas, c'est une façon aussi de lancer des appels au niveau des écoles qui doivent prendre en compte les jeunes sur le plan éducatif, mais surtout sur le plan sanitaire, mais sur tous les plans, parce que c'est une compétence décentralisée. Donc c'est une façon aussi pour nous offrir l'occasion de faire un appel aux autorités locales pour qu'ils viennent vraiment au secours du CCA. Comme vous l'avez constaté, nous faisons un très bon travail avec peu de moyens. Mais s'il y avait les moyens, je suis sûr que ça allait vraiment faire. Et nous aussi, parce qu'en fait, nous nous appuyons sur différents créneaux, comme le théâtre. Moi, je suis militant en théâtre et j'ai eu à travailler pratiquement à toutes les troupes théâtrales de Rufisque. Et les troupes nous aidaient un peu à lancer le message. Vous savez que le théâtre, c'est vraiment un moyen très efficace de lancer les messages. Donc, j'ai travaillé avec la troupe de Omar VI, Côte Barma, avec toutes les troupes théâtrales de Rufisque. Donc, on a eu à faire beaucoup de bonnes choses, pour engager des albums sur place. Et vraiment, ça marchait, mais à défaut de moyens aussi, on fait la synergie que nous avions créée, c'est un peu effrité. Mais avec les moyens, peut-être on va. C'est une façon aussi de lancer un appel aussi, pour leur dire qu'aussi, eux, ils sont partie prenante du CCA. Parce que c'est eux qui donnent les messages et nous donnons des messages à l'encontre des jeunes. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si on a la même vision de la chose. Vous travaillez sur le terrain de manière très modeste, très simple. Et à côté, on entend beaucoup de discours. Et ici, on a l'impression que tout va bien. Mais quand on voit ici votre travail et le centre comme IP, on a l'impression que franchement, il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain, quoi, qui ne sont pas finalement faites ici. Quoi. Mais beaucoup de choses, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Et il y a, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir de ce pays. Et si on ne prend pas en compte la jeunesse, si on la laisse avec
En plus, comme on dit, maintenant, le monde est devenu pratiquement un village planétaire. Il y a l'Internet, il y a les médias, il y a certaines déviances qui commencent à gangréner notre société. Il faut que les sujets prennent ça en charge. Comme je dis tantôt, par rapport à la sexualité, c'est des problèmes tabous, on n'en parle pas à la maison. Il faut un cadre, un espace où les jeunes peuvent parler librement de la sexualité. Savoir là où ça commence, là où ça s'arrête. Les bons comportements et les déviances. C'est comme ça qu'on doit travailler. Donc je dis que le centre est en train de faire un très bon travail. Tous les centres d'ailleurs. Et au niveau opérationnel, comme vous dites, peut-être qu'on n'est pas aussi visible parce que les moyens manquent, mais sur le plan opérationnel, on fait de très bonnes choses. Avec les structures, en partenariat avec certaines structures, comme par exemple le district sanitaire, l'AMO, les ONG qui travaillent pour les enfants. Donc on est en train de faire un bon travail, mais est-ce que peut-être ça a été médiatisé et avoir un peu de moyens. En fait, ça c'est le visage idée de risque, quoi. Tous les étrangers qui viennent, c'est ce regard-là qu'ils jettent, malheureusement. C'est vrai que c'est un grand problème, c'est pas si simple que ça. Parce que les canaux à ciel ouvert, ça demande beaucoup de moyens. Ça veut dire que la ville n'a même pas les moyens de régler ce problème-là. Il faudrait que ça soit au niveau national. L'État devrait prendre ça en charge. Mais comme vous dites, c'est vrai, nous sommes jeunes, nous avons des bras. Nous devons pouvoir, par exemple, curer ces canaux-là de certaines sociétés de la place. Comme vous dites, comme Falda, il y a la Socosim, il y a d'autres sociétés qui donnent de l'argent, qui devraient pouvoir nous aider. Il y a aussi les services communaux. Mais chaque fois, par exemple, à la porte de l'hivernage, les canaux sont curés, mais c'est les populations qui reversent encore les ordures, notamment. Donc il va falloir aussi un peu comprendre, sensibiliser les populations que les canaux là assez ouverts, mais c'est source de maladie. C'est source de maladie. Mais ici, par exemple, au CELEPS, ou bien dans les quartiers, il y a des moustiques toute l'année. Ce n'est pas seulement l'hiver, toute l'année, vous restez là jusqu'à 18 h, vous êtes assaillis de moustiques. Vous savez, les moustiques, c'est une source de maladie. Dernière question, quelle stratégie pensez-vous pouvoir, parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses pour appeler les gens, mais ça refuse. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles autorités, quelle fibre pensez-vous pouvez tirer pour que les autorités puissent finalement agir, parce que votre boulot est extraordinaire, mais quand on voit l'état des choses ici, franchement, il y a de quoi venir tout de suite au secours. Quelle est la fibre que vous pensez pouvoir saisir pour les faire? Pas plus tard que ce matin, nous avions une coordination. Donc, on a ficelé un PTA, un plan de travail annuel, qu'on va soumettre aux autorités locales. Donc, et on espère avoir des oreilles attentives. D'autant plus que monsieur le président du conseil départemental est même venu vers nous pour dire qu'un peu faire l'état des lieux, un peu pour dégager des moyens. Et on a espoir que peut-être avec la nouvelle structure, qui est le conseil départemental de la jeunesse, et les autres mairies, on va avoir un peu de moyens pour pouvoir vraiment régler ce problème-là. Astuce de femme, les Sénégalaises prêtent à tout pour séduire le prince charmant ou retenir leur mari. Entre anges, peau, parfum et encens, tous les moyens sont bons. Dans les boutiques faites par nos reporters Ndeye Anta et Oumoussi, la séduction affronte Dame Nature. Les femmes sénégalaises prêtent à tout pour trouver le prince charmant. Au-delà de la nécessité de procréation, le mariage devient une marque de prestige et un ticket pour la cour des grands. Ainsi, de la cosmétique et des produits pour avoir de belles rondeurs, en passant par la dépigmentation, les jeunes filles sénégalaises sont prêtes à tout pour déjouer Dame Nature. Dans toutes les foires, ces produits occupent une place de choix et attirent une grande clientèle. Nous sommes allés sur le terrain à la rencontre de deux femmes qui s'adonnent à ce commerce en plein essor. Une jeune fille de teint noir est devant son stand, sur lequel étalage nous pouvons lire « Femme qui veut se marier, développement des fesses, augmentation des seins ». Entre autres, selon elle, une bonne femme sénégalaise doit d'être bien garnie. Je vends des produits pour femmes visant à améliorer ses formes, augmentation des seins, des fesses. Il est primordial pour une femme, surtout celle sénégalaise, d'avoir de belles formes pour être attirante. Une autre vendeuse, quant à elle, vend des parfums qui attirent les hommes et permettent aux femmes mariées de garder le dessus sur leur homme.
Secret de femme, mon mari et moi, la folle, sont des produits conçus spécialement pour les femmes mariées, pour leur permettre d'avoir et de garder le contrôle sur leur mari. Si une femme utilise un de ces produits, surtout le dernier cité, son homme acceptera toutes ses requêtes et cédera à toutes ses caprices. Pour les célibataires, j'ai aussi des produits qui non seulement les débarrassent du mauvais sort, mais aussi attirent les hommes vers elles. Souvent pointés du doigt comme étant la principale cause de cette course aux belles formes, eu égard de leur choix quelquefois réduit aux aspects physiques, certains hommes se défendent et votent pour le naturel. Moi, personnellement, je préfère les femmes naturelles. Les produits pour avoir de belles formes sont les plus vendus ici. Comment est-ce qu'on peut prendre des produits dont on ignore totalement la provenance? De l'autre côté, Modou, un jeune homme, lui, ne cache pas sa préférence pour la femme fatiguée. Je ne trouve aucun mal à ce qu'une femme fasse appel à la cosmétique pour prendre soin de son corps. Les hommes préfèrent les belles femmes avec de belles rondeurs. Les produits pour avoir de belles rondeurs ne trouvent pas que des amatrices chez la gente féminine. Si certaines l'utilisent pour avoir un pouvoir de séduction, d'autres sont convaincus que le naturel est le moteur même de la séduction. Est-ce que ce sont ces produits qui installent et entretiennent le bonheur au sein d'un couple tout en sachant que leurs effets sont limités dans le temps et leur utilisation s'accompagne d'un budget conséquent? Du moment que la provenance ainsi que le conditionnement de ces produits restent imprécises, les femmes ne sont-elles pas condamnées à d'éventuels effets secondaires? Retour sur le procès Karim Wade. La sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade a alimenté les débats depuis un certain temps. Stratégie de communication ou le cri d'un père en détresse. Notre spécialiste est là pour nous en dire. Bonjour, M. Guy. Bonjour Fanta. Bonjour M. Babacar Diéguy. Vous êtes expert en communication et vous avez fait un texte sur la sortie de Wade de père, mais également une vidéo. Allons regarder. Alors, M. Diodju, on vient de voir la vidéo. Expliquez-nous. Cette vidéo, en fait, si vous voulez, elle parle tout seule. En fait, c'est une vidéo qui, effectivement, par rapport à la sortie, comme vous dites, de Maître Wade, a voulu un peu critiquer un peu les politiques, les politiciens de manière générale sur ces déclarations, sur ces superstitions, mais aussi de manière générale parler de la société sénégalaise critiquée. Donc effectivement, c'est par rapport à une sortie de Wade. Donc on voit bien que dans la tradition un peu africaine ou sénégalaise plutôt, manger de l'aubergine, c'est se protéger ou en tout cas s'éloigner des accusations. Donc par rapport à des accusations, j'ai voulu montrer que c'était n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez parlé un peu du texte, on reviendra sur la stratégie. Je parle déjà de cette stratégie en expliquant que les interventions que j'ai eues, je n'ai pas eu quelqu'un qui critique l'idée que les Sénégalais croient encore à des superstitions qui ne nous sont autres que de la bêtise, on va dire, des conneries tout simplement, parce que on va dire oui, on a des réalités, ça ne veut rien dire. Les superstitions, ça existait dans toutes les sociétés, et toutes les sociétés ont fait l'économie de ça, en faisant disparaître ça pour pouvoir avancer. Donc, il faudra éliminer ces superstitions pour qu'on puisse avancer. Donc, la vidéo, elle veut toujours dire, voilà ça, que les superstitions, les croyances de comme on dit chez nous, les hiérarchisations de classe aussi, c'est n'importe quoi. Voilà le point de vue que j'ai voulu avancer sur cette vidéo. Vous l'avez dit, M. Diédhiou, c'est une stratégie de communication, mais si on prenait la suite qui a été donnée à cette sortie de Maître Abdoulaye Wade, est-ce qu'on peut dire que le président a réussi son coup? Moi, d'ailleurs, sur le texte que j'avais écrit, donc vous l'avez mentionné, je disais la stratégie Wade est plus réaliste. Le président a réussi son coup, si on veut tout simplement, si on croit effectivement à l'effet de
des répétitions, de la reprise, du débat que ça fait, le président a réussi finalement à faire parler à tout le monde de ces déclarations. Maintenant, après, nous avons des considérations ici de moralité. Non, Wade, il n'est pas dans cette question de moralité. En politique, en stratégie de guerre, on n'est pas. La question de fin, de morale, c'est autre chose. Ici, Wade, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait faire parler et il a fait parler à nos niveaux. Moi, je pense qu'il a réussi la communication. Est-ce que maintenant, ça lui a porté préjudice ou pas? Moi, je pense que le premier effet visé, c'est de jouer sur la conscience de tout le monde. Et je pense qu'à ce niveau, il a réussi la communication. Autre chose, Macky qui a répondu par le mépris, lui a envoyé sa cavalerie. Oui, un double jeu. En fait, c'est pareil si on veut. C'est la même stratégie que Wade a déployée de l'autre côté, même si chacun peut épiloguer sur le principe ou le règlement, mais c'est la même chose. Macky de ce côté, il se dit, moi je ne vais pas parler, mais j'envoie comme politique de ma cavalerie pour répondre. Donc finalement, c'est pareil. Donc parce que tout simplement, s'il répond, on va dire qu'ils sont pareils. Donc Macky évite d'être pareil que Wade, mais finalement il utilise une autre stratégie parce que ces ministres aussi ont insulté. Donc c'est des stratégies, chacun essaie de trouver une stratégie. Et ce qu'il faut savoir effectivement dans la communication, que les stratégies, c'est pas quelque chose qu'on va dire ah non, non. Parfois, on le fait de manière spontanée et après on essaie de rectifier la suite. Là, Wade, il va essayer de rectifier. Après avoir créé le boom, après avoir créé le... Donc il va essayer de rectifier, pardon, en se disant, et chacun va répondre. Donc c'est des stratégies. Donc après nous, citoyens lambda, nous sommes dans la moralité en disant oui, est-ce que nos traditions... Non, Wade, il n'est pas ça. Comme vous dites, vous l'avez dit, c'est une détresse d'un père qui veut révéler son fils. Et donc tous les coups sont permis et tout est permis. Tous les coups sont permis, tout est permis. Dans cette quête de stratégie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette sortie de Maître Abdoulaye Wade ait une quelconque influence de façon positive ou négative sur la décision de la CREI? Après là, c'est vrai qu'il sera très difficile pour moi de vous dire oui, ça va, mais ça va avoir un effet. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans cette société, c'est que les gens qui vont juger ne sont autres que des membres de cette société. Et donc, des effets, des provocations peuvent aussi influencer un procès. C'est possible. Parce que c'est des juges, enfin, c'est des personnes comme nous, ancrées dans la société, avec des traditions, avec des croyances. Donc, effectivement, s'il y a tout le PDS qui est dans la rue, s'il y a des déclarations qui créent des problèmes, bah, évidemment, ça peut influencer. Maintenant, chacun va dire non, non. Il y a quand même une certaine subjectivité dans la déclaration ou dans les prises de position. On peut être objectif, mais il y a une subjectivité parce que tout simplement, on a un déterminisme social et donc c'est ça qui va jouer et ça peut influencer. Comment? Je ne sais pas, mais ça influence quand même les décisions. Parce qu'on a vu, vous l'avez dit, que quand Wade a dit, tout le monde n'a pas répondu par le mépris. Il y a des gens qui ont réagi quand même si on se dit que c'est n'importe quoi. Voilà. Donc ça peut toujours faire un effet. Merci à vous, M. Djidji. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en communication et que vous étiez notre invité de la semaine. Merci à vous. Fanta, poursuivons maintenant pour boucler la boucle avec le portrait de la semaine réservé à la culture du théâtre notamment. Ngum, un jeune artiste qui incarne le fou parce que, dit-il, la vérité sort de la bouche des enfants ou des fous. C'est un portrait signé tout neuf. Je vais vous raconter l'histoire des oiseaux et du sac de nuit. Si, comme on dit, la folie c'est l'extrême limite de la sagesse, Ngum est un sage qui a dépassé les bornes. Des oiseaux affamés qui étaient sur terre n'avaient pas la force de voltiger jusqu'à la hauteur pour se ravitailler. Tu sais, chacun qui descend sur terre, il a une mission. Après cette minute, tu pars. Que Dieu nous en perde. Donc, Dieu nous a descendu sur terre pour qu'on essaie de prêcher la bonne foi, la bonne parole, la vérité. Je voulais faire de la comédie, juste jouer et aller faire rire et partir. Mais j'ai dit non, je veux tout simplement faire passer le message. Parler avec la population, dire c'est ça qui est bien fait et ça qui n'est pas bien, ne faites pas. Parce qu'il n'avait pas assez de plumes. De son vrai nom, Moustapha Ndoye, ce comédien de 38 ans a renoncé aux scènes de théâtre pour descendre dans la rue. Pour parler avec la population, je veux incarner la folie pour dire la vérité. Parce que dans la tradition wolof, on dit la vérité sort de la bouche des enfants ou des fous. Nous ne pouvons pas interpréter l'enfant, j'interprète le fou. Chacun céderait une plume afin qu'il ait la capacité de voler jusqu'au niveau du sac.
Plus qu'un simple pseudonyme, ce personnage de Ngom le Fou, avec son costume et ses discours mêlant poésie et gestuelle chorégraphique, ce n'est ni plus ni moins un processus pour mieux faire passer son message. Le but de Ngom le Fou, c'est tout simplement de casser ces barrières entre théâtre, raison et folie, pour lutter contre la stigmatisation de ceux qui souffrent de troubles mentaux, trop souvent isolés et pointés du doigt. Et avait déchiré le sac au déchu. Badolo. J'ai une dent contre les humains parce que de la manière dont ils traitent les malades mentaux. À chaque fois qu'il y a un malade mental qui passe dans le quartier, on m'appelle et je parviens à discuter avec lui. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parle de Dieu aussi, qui me parle de beaucoup de choses et j'ai réussi à communiquer avec lui parce que je le trouve dans son élément. J'essaie de le comprendre et je fais des efforts. À chaque fois qu'il me parle, je trouve toujours le moyen de le répondre. dama koy fekk si loolu di wax ak moom si arabe di wax ak moom si anglais man dégguma arabe dégguma anglais mais si nu mu waxee rek ma tontoo ko si noonu léegi waa ji bu ñëwee bee koñ boobu man lay laajte amoon naa aussi benn femme su jigéen ma dof. Il y avait une fois aussi une femme qui était aussi malade. Je passe à côté, il y a des bruits de ma clé, il me tient la main et il me demande de lui donner des pièces. Je lui ai expliqué que j'avais pas de pièces, je sors les clés. Et bon, après par la suite, on a discuté. Il m'a expliqué d'où venait sa maladie. Mais à chaque fois maintenant, partout où elle me voit, elle s'arrête, on discute, on communique. C'était des choses que j'emprunte chez eux, que j'observe et que j'essaie de refaire dans mes spectacles. Mais si j'étais là à essayer d'imiter le fou sans comprendre les malades mentaux, ce serait très difficile et le message passerait pas, ils verront que mes gestes. Alors que je préfère qu'on regarde plus, qu'on écoute plus mes messages que les gestes que de la folie, mais plus le message que je fais passer. Tout en se moquant de ses parents qui étaient sur terre à travers une chanson. ak lan la leen nga jàng li nga xam ne yow en tant que sa position dof ak si dund si dof yi lan la leen nga jàng li nga xam ne société bi ça va en péril quoi société bi boo xoolee ba xool kon fu mu jëm kenn xamoo ko quoi. xam nga sunu borom dafa ne wala xadd karam naa bànni aadama mooy teral naa doomi aadama. Tu sais, Dieu a dit dans le Coran que j'honore l'humain, que j'ai fait du bien, c'est de tout ce que j'ai créé l'espèce la plus noble. C'est pourquoi j'aime pas qu'on traite l'humain d'une façon comme on traite les malades mentaux. Dieu dit dans le Coran, si vous avez la raison, il faut réfléchir à toutes ces choses que j'ai créées, notamment l'humain. mooy aay bi borom di wax ni sama asamaan si ak sama suuf si war na leen di doy sëkk kéemtaan. C'est pourquoi je me pose beaucoup de questions dans mes spectacles et dans la société. De qui on a donné et qui refuse et de qui on a dit qu'on a prescrit des choses et qui refuse de qui te plus. Et je laisse une interrogation dans mes spectacles à la fin et je vois toujours des réponses. Car pour moi, le fou. laaj bi ku ko tontu ma ne la am nga sañ-sañu ni nit ku nite la jëm naa Vive en union. Avec Ngom, la frontière entre la folie et la raison n'a jamais été aussi mince, au point qu'on s'y perd un peu. D'ailleurs, ne dit-on pas que la raison, c'est la folie du plus fort. À vous de prendre le son. Ngom le Fou. Ça n'est tout pour votre premier numéro de After News. Merci à toi, Fanta Diallo. Merci à toi, Yann Diop. Merci à vous, merci à notre réalisateur Baba Diédhiou et à toute l'équipe de Aju News. Et à la semaine prochaine.